va démarrer d'ores et déjà avec à l'heure, en étant à l'heure, autour de la table ronde bioéconomie. Jingle, s'il vous plaît. Hop, merci. Autour du sujet de la bioéconomie. Est-elle réellement créatrice de valeur? Et pour animer cette table ronde, je vais appeler Aurélie, puisque moi je suis déjà en fait sur la scène. Donc Aurélie, oui, ça marche Aurélie. Si, tu peux y aller. Merci. Bonjour. Si tu te mets là, le micro. Bonjour à tous, enchantée, à ceux que je ne connais pas et que je n'ai pas encore vus. Du coup, on va vous parler bioéconomie et valeurs. L'idée, j'ai fait quelques petites recherches, merci Lia. Le terme de bioéconomie et ce concept est né dans les années 70. Elle est souvent présentée comme une réponse à de grands défis, la transition écologique, la valorisation de ressources locales, la réduction de la dépendance à des ressources fossiles, la création de nouvelles activités économiques sur nos territoires. Pourtant, malgré ce potentiel, il y a une question qui persiste. Est-ce qu'elle est vraiment créatrice de valeur, dont c'est tout le débat d'aujourd'hui? Et de quelle valeur au pluriel parle-t-on? Et si oui, si elle crée de la valeur, où est-ce qu'elle se situe? Dans la ressource biologique elle-même, dans la technologie qu'on va utiliser pour transformer cette ressource, dans les marchés qui vont s'ouvrir grâce à cette ressource transformée, dans les bénéfices environnementaux, sociétaux qu'elle peut générer, ou peut-être un petit peu de tout ça à la fois. Dans le sud-ouest, il y a de nombreuses initiatives qui existent, valorisation de biomasse agricole, industrielle, développement de nouvelles filières, etc. Mais il y a quand même plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les leviers sur ces territoires pour structurer ces filières? Est-ce qu'il y a des briques qui restent à consolider? Et pourquoi, finalement, peu de territoires ont réellement basculé dans une organisation territoriale à leur échelle? Donc, pour évoquer tout ça, on a réuni avec nous 4 intervenants. Donc Olivier Demarle, directeur qualité R&D de l'entreprise Fraissinet. Donc Fraissinet qui est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de fertilisants organiques et de biostimulants, basée dans le Mazamétain. L'entreprise a été créée il y a 150 ans et a toujours basé son fonctionnement sur l'économie circulaire. Olivier, toi, tu es ingénieur agricole spécialisé dans la fertilité des sols et des matières organiques. 18 ans d'expérience dans l'entreprise Fraissinet et du coup en charge de l'innovation et de la qualité. Merci de nous avoir rejoints. Je vais appeler à nous rejoindre Antonin Pujol, gérant de l'entreprise Biosourcéo. Donc Biosourcéo organise et sécurise des flux de biomasse agricole à l'échelle d'un territoire pour les orienter vers des usages à plus forte valeur, en priorité alimentaire, quand c'est possible. Ton métier, Antonin, n'est pas seulement de transformer, mais aussi de structurer des chaînes de valeur complètes, du gisement jusqu'au débouché. Ton ambition est de contribuer à une bioéconomie territoriale qui crée de la valeur durable pour les filières agricoles et agro-industrielles. Donc tu nous expliqueras un petit peu ton point de vue. J'appelle à nous rejoindre Cyril Balakino, coordinateur du pôle transition responsable, développement éco-innovation, project manager chez APESA. Donc ça fait 30 ans que l'APESA, qui est un centre de ressources technologiques qui accompagne les organisations qui souhaitent s'engager et approfondir des sujets de transition notamment, sur le plan environnemental, social, économique, quelle que soit leur taille finalement, quel que soit leur secteur d'activité et leur niveau de maturité. Face à ces problématiques de transition, tu me disais, Cyril, souvent complexes, que l'APESA privilégie des approches plutôt transverses, pragmatiques, pluridisciplinaires. Pour répondre pleinement à ces besoins des clients de l'APESA et des partenaires, tu t'appuies sur 3 modes d'action: la recherche, l'étude et le conseil. Et la formation. Merci à toi de nous avoir rejoints. Et enfin, j'appelle Louis Thiers, spécialiste en bioéconomie, fondateur de Bio2Value, une société d'accompagnement en marketing stratégique et innovation, comme tu disais, pour défossiliser les produits grâce au carbone renouvelable des bioressources. Tu as une formation en sciences humaines,
Management de l'innovation en intelligence économique avec 12 ans d'expérience sur des fonctions de conseil et de direction dans des pôles de compétitivité, B4C et Agri-Sud-Ouest Innovation. Tu as mené plus de 100 missions en matière de bioéconomie sur de la chimie, de la biotech, matériaux, bioénergie, etc. pour mener soit des études de marché, soit des études stratégiques, faire des états de l'art, de l'approvisionnement en biomasse, travailler sur des supports à l'industrialisation de projets, des diagnostics territoriaux. Donc c'est cette expertise qu'on est venu chercher. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et avec vous, on va s'attacher, chers intervenants, on va s'attacher à illustrer tout le cheminement pour valoriser la biomasse et réfléchir où se situe cette valeur, et poser les sources de valeur jusqu'à aller aux freins et les illustrations. En tout cas, c'est ce qu'on a travaillé ensemble, donc on va partager cela. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, on va laisser la parole en introduction à notre collègue Eva Mametz, qui a posé la définition de la bioéconomie et présenté les projets européens Bio in South et le lancement du hub de la bioéconomie en Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous demande de l'accueillir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis tout d'abord ravie d'être parmi vous. Et avant de laisser la parole à nos experts, donc, comme disait Eric, je vais essayer de poser une définition sur la bioéconomie, ce qui n'est pas chose simple finalement. À savoir que la bioéconomie est vraiment une priorité stratégique pour le pôle aujourd'hui et que les deux régions, que ce soit la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie, nous accompagnent dans cette démarche-là pour valoriser au mieux les ressources territoriales et soutenir l'innovation industrielle. Mais finalement, quand on parle de bioéconomie, de quoi parle-t-on ? Pour ça, je vais m'appuyer sur une définition de la Commission européenne qui apparaît dans le cadre de la nouvelle stratégie pour la bioéconomie, qui est apparue en novembre de l'année dernière, et qui dit que donc, la bioéconomie est l'ensemble des activités qui utilisent les ressources biologiques renouvelables pour produire des biens, de l'énergie et des services créateurs de valeur. Plus précisément, elle repose sur l'utilisation de la biomasse, qu'elle soit marine ou terrestre, micro-organismes, déchets organiques, cultures, forêts, leur transformation en aliments, matériaux, produits chimiques ou autres services, et avec un objectif central qui est de remplacer les ressources fossiles et réduire les impacts environnementaux. La nouvelle stratégie insiste sur une bioéconomie circulaire, donc on ne parle plus seulement de production de biosourcés, mais également d'optimisation des flux, également sur une bioéconomie qui serait régénérative et durable, donc produire tout en protégeant et en préservant les écosystèmes, et enfin une bioéconomie industrielle et compétitive avec le passage d'une logique recherche et innovation à une logique industrielle et marché. Donc le pôle mène à ce titre plusieurs actions concrètes, donc notamment à l'Europe, et grâce à son investissement dans les projets européens, et ce qui permet notamment d'accompagner des adhérents vers de nouvelles opportunités d'innovation et de financement. Donc je vais vous donner l'exemple concret qui a été cité par Eric, qui est Bio in South, qui est un projet européen pour lequel le pôle est partenaire. Et à cette occasion, il y a le hub pour la bioéconomie en Nouvelle-Aquitaine qui a été lancé en juillet dernier et qui permet notamment de mieux structurer les filières de la bioéconomie en région Nouvelle-Aquitaine et de développer des nouveaux outils permettant d'évaluer l'impact environnemental de solutions biosourcées. Et actuellement, avec Louis Thiers, qui est ici présent et qui nous accompagne dans l'animation de ce projet, nous travaillons sur un travail qui permettrait de sélectionner des filières d'intérêt en identifiant les enjeux et en identifiant les partenaires et les acteurs de la bioéconomie régionale. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser maintenant la parole à nos experts ici présents et merci pour votre écoute. Merci Eva. Alors si vous vous reconnaissez bien évidemment dans cette thématique-là ou dans cet intérêt-là, je vous invite à vous adresser après la conférence à Eva pour en savoir plus. Merci Eva. Du coup, moi j'ai envie qu'on parle de valeur au pluriel. De quoi parle-t-on ? Antonin, je m'adresse à toi en priorité. Qu'est-ce qui crée de la valeur dans ton modèle ? Est-ce que c'est la technologie, le marché, les débouchés, d'autres externalités ? Et qu'est-ce qui fait qu'un gisement finalement devient exploitable économiquement et on lui donne une certaine valeur? Ok, merci pour cette question Aurélie. Les trois jouent un rôle, bien sûr, la technologie, le marché, la ressource. Mais j'ai envie de parler, moi, de quelque chose qui est souvent sous-estimé et qui, pour moi, est clé dans la structuration et la génération de valeur. C'est la structuration du flux, en fait. Pour moi, la biomasse, elle peut être aussi intéressante qu'on veut, mais si sa valeur intrinsèquement, elle est diffuse, instable,
est rarement connecté directement au bon usage. Et ce qui va faire qu'on va lui donner de la valeur, ça va être la capacité à structurer le flux, à lui donner de l'importance. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si une biomasse a telle ou telle valeur, mais c'est de savoir comment on va lui donner la valeur et qui va être capable de lui apporter cette valeur. Merci Antonin. Olivier, en ce qui te concerne, dans ta structure, est-ce que c'est aussi le flux? Comment tu génères cette valeur? Déjà, en fait, nous, on est une entreprise de la bioéconomie depuis effectivement 150 ans. Et c'est-à-dire qu'une entreprise qui dure aussi longtemps montre que oui, la bioéconomie peut générer de la valeur. Parce qu'une entreprise doit générer de la valeur pour survivre comme ça. Donc ça, c'est aussi un des premiers aspects. Donc ce qui fait la possibilité en fait de créer cette valeur, c'est, comme tu l'as dit, la qualité de la ressource, la capacité de percevoir la qualité de la ressource, mais surtout la transformer, la positionner au bon endroit, sur le bon curseur. Donc c'est se renouveler tout le temps, bien maîtriser ce qu'on fait, donc avoir des bonnes analyses. Et après, une fois qu'on a créé le marché, une fois qu'on a proposer une solution, en fait, apporter une solution, c'est sûr qu'il faut la sécuriser. Donc c'est là où je rentre complètement en accord avec ce que vient de dire Antonin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sécuriser le flux de la qualité. Donc pour moi, en tout cas, nous, notre positionnement historique, il est que le process permet de trouver un peu la quintessence de la biomasse qu'on avait au départ. Et encore, je voudrais juste préciser, quand on dit la biomasse, en fait, la biomasse n'existe pas, je dirais, c'est les biomasses. Chacune ont bien leurs propriétés, c'est comment je les caractérise et comment je les amène à l'optimum de leur efficacité. Et donc nous, c'est notre process qui permet en fait d'aboutir à ça. Et après, on ne pourrait pas créer de la valeur pour nous si nos clients ne créaient pas de la valeur. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une chose importante, c'est que la bioéconomie, ça va être un fil territorial où tout le monde se crée de la valeur. Tu nous disais en préparant que l'agriculture, finalement, c'était de la bioéconomie. Quelque part, si on reprend l'histoire, et donc l'histoire de notre entreprise est un petit peu à cette image, mais c'est que l'agriculture, c'est avant tout de l'économie circulaire, donc c'est polyculture élevage, les Égyptiens, les Incas, avec l'utilisation de ressources extérieures pour fertiliser, tirer le meilleur des sols. Et en fait, dans les années de la révolution industrielle, il y a un petit peu une scission au sein des exploitations agricoles entre la partie motrice et animale qui rapportait ces aspects énergétiques et l'apparition de l'industrie et aussi de l'industrie des fertilisants. Et donc nous, on est devenus des intermédiaires, justement, de dire, nous, on va recréer ce lien et d'apporter la fertilité, mais du coup, industriellement, de façon très maîtrisée, de façon très appliquée. Donc oui, l'agriculture ne peut pas se voir autrement que dans des cycles biogéochimiques, de carbone, azote, donc il faut de l'économie circulaire. Et du coup, de la valeur sur le territoire. Et du coup, de la valeur. Merci Olivier. Cyril, pour vous, il y a une valeur économique, mais est-ce que ça ne va pas au-delà? Alors du coup, oui, nous, notre approche, ça va être, alors pour paraphraser ce que disait Olivier, il y a la valeur, il y a les valeurs, donc il y a la biomasse, il y a les biomasses, et donc dans les valeurs, il peut y avoir la valeur économique, mais il peut y avoir d'autres types de valeurs, comme créer des emplois sur un territoire, des valeurs de collaboration, de relations inter-entreprises, inter-acteurs, et donc c'est tout ce type de valeurs que nous, on va essayer de caractériser, de regarder, alors à l'échelle de projets autour de la bioéconomie, comme à l'échelle de projets qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Et si on prend par exemple tous les travaux que font les gens de l'économie sociale et solidaire sur le travail du réemploi, par exemple, c'est des acteurs qui potentiellement ne créent pas beaucoup de valeur économique sur leur activité, mais qui vont créer de l'emploi sur les territoires. Et donc on discutait il n'y a pas très longtemps avec un comité de directeurs du DevEco de différentes agglos et qui disait que pour une de ces personnes, les acteurs de l'ESS, c'était 30% des emplois de son territoire. Donc pour lui, il y avait une vraie importance à avoir ce type d'activité-là. Et donc les valeurs n'étaient pas forcément juste des euros directs, mais toute l'activité qui pouvait être générée par ces démarches intégrées sur les territoires. C'est ce qu'on peut appeler les externalités, finalement, c'est de l'emploi. C'est des externalités qu'on va retrouver aujourd'hui dans des démarches de reporting extra-financier, donc quand on va aller un peu plus loin. Ça va être un travail autour de tout ce qu'on appelle les immatériels aussi, au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, le trésorier d'Agri Sud-Ouest en parlait. La première valeur du pôle, c'est ses collaborateurs. Donc même avec un résultat potentiellement bénéficiaire, non pas bénéficiaire sur l'année 2025, même avec un résultat du coup déficitaire, on voit qu'il y a quand même une grosse valeur qui est retrouvée par les adhérents, par l'activité des collaborateurs du pôle.
Du coup, ça me fait penser à Antonin. Je pense que tu avais beaucoup insisté lorsqu'on préparait cette présentation sur le côté territoire et cette valeur aussi au-delà de la valeur économique, de la valeur de la biomasse transformée, mais aussi du côté un peu sociétal. Oui, tout à fait. Ouais, pour répondre, enfin, apporter un petit peu de complément à ça, si on prend, par exemple, on parlait tout à l'heure de la technologie va générer de la valeur, c'est évident, par sa transformation à la biomasse. Pour autant, excusez-moi, ce qui est important, en fait, c'est la valeur d'usage. En fait. La valeur d'usage, c'est la valeur ramenée à une valeur économique. Une technologie va permettre de générer. Est-ce qu'elle est capable de générer de la valeur? Oui, mais une valeur qui est ça va au-delà de la valeur marchande, en fait. Oui, voilà, c'est tout à fait. C'est au-delà de la valeur marchande. C'est est-ce qu'on est capable de générer de la valeur dans une économie et au service d'un territoire? L'enjeu est là pour la biomasse, en fait. Et du coup, Louis, tu nous disais, attention au mythe de toute biomasse, qui peut être source de valeur. Oui, mon message, c'est que la valeur, elle ne se décrète pas a priori, et c'est parfois ce qui est fait avec la bioéconomie. Un exemple simple, c'est de dire ah bah les pailles, c'est pas alimentaire, donc on va les utiliser pour des applications non alimentaires. Et puis, je sais pas moi, l'amidon, le sucre, c'est alimentaire, donc on l'utilise pour l'alimentaire. Donc ça paraît d'une logique parfaite. Mais technologiquement, ça ne se passe pas comme ça, parce que quand vous devez transformer de la paille et faire de la chimie avec, c'est très compliqué, c'est un matériau, il faut beaucoup d'énergie pour obtenir les molécules et ensuite en faire quelque chose. Par contre, quand vous utilisez de l'amidon, c'est beaucoup plus simple parce que c'est tout simplement de la nourriture, donc c'est beaucoup plus accessible en termes de chimie. Donc voilà. Et l'amidon en alimentaire, ça sert à quoi? À faire des sirops de glucose, des produits transformés, du Coca-Cola. Donc la valeur alimentaire, vous voyez, la valeur alimentaire, la valeur non alimentaire, c'est pas des choses qui se décrètent trop facilement. Et je trouve qu'on oppose alimentaire, non alimentaire en fonction des biomasses. Il faut regarder de près tout ça et voir la valeur intrinsèque des choses, comment on peut vraiment la générer. Voilà. Mon message, c'est qu'elle ne se décrète pas a priori, parce que ça a des conséquences financières, technologiques énormes. Si vous avez demandé un projet, financer un projet ADEME, en disant que vous utilisez la biomasse alimentaire aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc ça, c'est pas juste des vues de l'esprit, ça a des conséquences financières sur les choix techniques. Et dans l'industrie, n'importe quel choix, c'est des années. Donc c'est pour ça que c'est un message important à faire passer. Ouais, du coup, je rebondis absolument, Louis, merci. Des exemples concrets aujourd'hui, du coup, Olivier, Antonin, est-ce qu'on peut se tourner vers des exemples que vous pouvez nous donner de ce que vous faites en matière de transformation de la biomasse? Est-ce qu'on a la connaissance de toutes les biomasses aujourd'hui qui sont transformées? Est-ce qu'on a véritablement tout cartographié sur les territoires? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, justement, ou vraiment concrètement, comment ça se passe sur vos process? Voilà. Donc, est-ce que toutes les biomasses sont identifiées? Je n'aurais pas la prétention de dire toutes, mais je pense beaucoup, en fait. Et c'est souvent un des paramètres qui est un peu caché ou masqué. C'est-à-dire qu'il comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est quand même une économie, au final, la bioéconomie qui existe depuis longtemps, je dirais un concept un peu court, même si tu dis 1970, mais le temps que ça émerge et que ça arrive vraiment dans les politiques, c'est quand même... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive récemment, ce concept, mais la bioéconomie existait déjà depuis longtemps. Donc les ressources sont généralement quand même utilisées, perçues. Après, ce qui peut y avoir, c'est des nouvelles ressources qui apparaissent, de nouvelles activités. Et c'est là où on se relie à notre territoire. Voilà, une entreprise de transformation qui se met en place, quelque chose, il y a peut-être des nouvelles choses qui peuvent arriver. Donc après, concrètement, effectivement, nous, c'est comment on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire fonctionner sur l'objectif qui était l'agronomie, comment faire fonctionner les sols, comment via notre recherche, on arrive à identifier des matières, et après, on cherche les propriétés, nous, en escargot, autour de l'usine. Donc voilà, on va chercher des matières végétales, des matières animales, dans un but de fertilisation. Mais c'est vrai que cet aspect un petit peu de bioéconomie vient aujourd'hui des fois concurrencer, parce que les fournisseurs de matières premières oublient de dire qu'il y a déjà des gens qui les utilisent, en fait, qu'elles sont déjà valorisées, en voulant absolument chercher peut-être plus de valeur. Donc on en revient à l'histoire de valeur, en croyant qu'en faisant du cracking ou en faisant des choses comme ça, je vais pouvoir attirer plus de la valeur. Mais en fait, ils vont peut-être tirer un peu plus de valeur, mais sur des volumes plus faibles, en dépensant beaucoup plus d'énergie, alors qu'il y avait des solutions à côté. Donc là, il y a des notions, ça répond concrètement à ta critères qui déterminent les gisements. Tu parlais de volume, là, à l'instant. Est-ce qu'on peut parler aussi de stabilité, de composition? Enfin, je sais pas. Je peux nous éclairer, Antonin? Oui, peut-être réagir là-dessus.
En fait, nous, dans l'approche qu'on développe chez Biosourcéo pour essayer d'amener de la valeur à la biomasse, c'est d'abord de sécuriser les flux pour leur donner de la valeur, une consistance. Ensuite, ça va être la capacité à organiser et à structurer ces flux et à les pérenniser et à être capable de les orienter vers les usages qui vont permettre de maximiser la valeur. Voilà. Si je prends un exemple concret, toute biomasse, comme le disait Olivier, a déjà plus ou moins des débouchés. Maintenant, ces débouchés, ils peuvent avoir une rentabilité très court-termiste, c'est-à-dire une valeur marchande de transaction, dans un sens. Pour autant, la valeur peut ensuite vite se dissiper du territoire. Et nous, l'idée, la manière dont on aborde, c'est d'essayer de maximiser la valeur qui revient au territoire en essayant de hiérarchiser un petit peu les usages de cette biomasse. Un exemple de ce qu'on fait, si on prend typiquement une ressource que l'on travaille, les résidus de culture par exemple, si on les capte et qu'on leur donne un volume conséquent, ils vont avoir une valeur très intéressante en nutrition animale. Mais pour autant, cette valeur ne s'arrête pas là, puisqu'elle va contribuer aussi à générer une valeur via les élevages et les effluents d'élevage qui vont être pour avoir une nouvelle valeur. Donc on va boucler la chaîne pour un retour au sol et une fertilité au sol. Donc là, on est vraiment dans une logique de maximiser à l'échelle d'un territoire la valeur que l'on peut tirer d'une tonne de biomasse au départ. Et du coup, le territoire, enfin les acteurs avec qui tu travailles sont prévenus. Comment concrètement, comment tu structures tout ça et comment on optimise tous ces processus? Alors tous ces processus, en fait, c'est là que c'est souvent ce qui va être ignoré, c'est cette capacité à organiser, à structurer. Et pour moi, la clé, alors peut-être la question n'est pas formulée, mais je sais qu'elle arrive quelque part, c'est quels sont les freins à un bénéfice de la biomasse sur le territoire. Moi, l'enjeu, c'est la coopération. Voilà. La coopération pour que les acteurs se réunissent et décident de quels usages pour le territoire. Voilà. La biomasse, elle a un enjeu, elle a souvent des utilités très localement. Maintenant, ça se décide collectivement, à mon sens. Ensuite, on a des opérateurs, historiques ou pas, ou de nouveaux porteurs, qui sont capables d'amener et de maximiser cette valeur sur le territoire. Avant de passer la parole à Cyril, Olivier, il me semble que tu es mazamétain et tu as des beaux exemples ou un bel exemple que tu revendiques. Enfin, un bel exemple, on a beaucoup de beaux exemples qu'on revendique. Non, mais dans l'aspect de concrètement, nous aujourd'hui, comment ça se passe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des matières historiques. Donc dans le mazamétain, c'était notamment la laine, qui était une matière historique, et on a toujours eu des contrats en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe quand tu dis concrètement, quand on identifie des matières. Donc nous aujourd'hui, on travaille à peu près 80 matières premières, donc 80 biomasses différentes au niveau de nos usines, donc ils sont identifiés en termes de vraiment de caractéristiques, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on définit les caractéristiques d'entrée. Donc quand on a défini ça, on crée un cahier des charges avec notre fournisseur, sur lequel on se met d'accord sur la qualité des ingrédients, et après ça va rentrer chez nous pour pouvoir fabriquer quelque chose au final, un produit, un fertilisant organique. Donc là, on vient en plus en termes de souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est communiqué aussi au niveau de nos utilisateurs. On sait que quand ils prennent un produit chez nous, ils participent à cette économie circulaire, qu'ils ont un retour au sol, qu'ils ont de la production au niveau des sols. Donc c'est sûr que nous, le mazamétain, donc nous, on fait partie de ces entreprises-là qui ont été précurseurs un petit peu dans ce domaine-là. Mais quand j'en parlais en introduction, je disais en rigolant, la bioéconomie, elle existe à Mazamet depuis 150 ans, 160 ans. On a fait partie des 40 fabricants qui se sont mis en place dans les années 1850-1870. Aujourd'hui, on n'est plus beaucoup. Et ceux qui restent, notamment nous, c'est parce qu'on s'est remis en cause de façon permanente. Voilà, on est toujours allé chercher de la recherche, toujours chercher de l'innovation, et on est toujours là-dessus, on est toujours la tête tournée vers qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut le faire mieux. Donc aller chercher de l'innovation. Et donc c'est ça, c'est vraiment, nous aujourd'hui, c'est un schéma de contractualisation, de aussi pérennité, c'est-à-dire qu'on essaie de signer des contrats sur plusieurs années pour que la personne qui a de la biomasse soit sécurisée sur le fait qu'il va pouvoir avoir plusieurs années d'écoulement. Cyril, je reviens sur les critères, du coup la recherche, toujours se remettre en question. La notion des critères, elle est donc importante dans... La notion de critères, la notion d'indicateur aussi, en fait. On parlait, tout à l'heure, Eva présentait dans la définition la notion de réduction de l'impact environnemental. Et du coup, ça, c'est pas forcément quelque chose qui tombe sous le sens. La réduction de l'impact environnemental, c'est pas parce qu'on va utiliser une matière biosourcée
qu'elle est forcément meilleure pour l'environnement. Et donc, du coup, en exemple de projet, nous, on a travaillé pendant une dizaine d'années avec Pyrenex, qui est donc une entreprise qui est basée dans les Landes à Saint-Sevé, qui a un métier historique de revalorisation de la plume issue de la culture du canard gras pour faire du linge de maison, des couettes, des doudounes. Voilà. Et en fait, quand ils étaient venus nous voir au départ, c'était avec une question en fait, en disant nous, on est persuadé que notre produit, il est performant, il est bon, mais par contre, est-ce qu'il est mieux d'un point de vue environnemental que du synthétique? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas calculé justement les indicateurs qui nous permettraient de le dire. Donc aujourd'hui, il y a des méthodos qui existent, qui ne sont pas parfaites, qui ont un certain nombre d'indicateurs en multicritères et sur l'ensemble du cycle de vie pour mettre en place ces analyses. Et donc tout le premier travail qu'on a fait avec eux, c'était de créer cette donnée plume, qui à l'époque n'existait pas dans les bases de données. Donc aller voir les différentes coopératives qui travaillaient sur l'élevage du canard, combien de temps vit un canard, qu'est-ce qu'il mange, comment il est abattu, ainsi de suite, pour pouvoir mesurer l'impact environnemental des plumes en sortie d'abattoir et comparer ça à des matières synthétiques et voir si le produit effectivement avait un intérêt d'un point de vue environnemental à performance équivalente. Parce que quand on met en place ces méthodos, il faut bien mesurer le service rendu. Et donc là, oui, on s'était aperçu que effectivement, il y avait un intérêt au niveau technique, mais aussi un intérêt au niveau environnemental. Donc ça donne du poids et d'autres types d'indicateurs aux acteurs et aux entreprises pour avancer. Louis, sur les valeurs alimentaires, non alimentaires, les indicateurs, il me semble que tu avais eu un exemple aussi. Oui. Non, là, je trouve qu'on parle aussi beaucoup de boucles territoriales assez courtes, mais la bioéconomie, c'est aussi de l'industrie parfois très, très conséquente. 10% du maïs dans le sud-ouest est utilisé pour faire des biocarburants. Puis en plus, avec une transformation locale qui n'est pas trop soumise au marché extérieur. Enfin, voilà. C'est peut-être mieux de faire du biocarburant qu'aller nourrir des cochons espagnols. Voilà. Et donc le deuxième sujet, c'est que la bioéconomie, c'est de l'industrie. Moi, j'ai longtemps accompagné Michelin sur plusieurs molécules biosourcées, notamment sur le butadiène biosourcé. C'est 25% d'un pneu, le butadiène. Sans pneu, il n'y a pas de nourriture. En fait, il faut faire le lien quand même. Et donc, c'est un enjeu pour certains industriels d'aller chercher des ressources plus sécurisées, parce que Michelin a eu beaucoup de problèmes sur l'approvisionnement en butadiène ces 10 dernières années. Quand ça fait 25% d'un pneu, ça commence à piquer un peu sur la marge de Michelin. Donc Michelin ne fait pas du butadiène biosourcé pour sauver la planète, ça c'est clair. C'est pour continuer à faire des marges. Et ça aussi, c'est des projets d'envergure, c'est des emplois industriels dont nos territoires ont besoin, parce qu'on n'est pas tous ingénieurs dans la vie. Donc il nous faut aussi des emplois moins qualifiés, même si un ouvrier, c'est très qualifié aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon message, c'est que la bioéconomie, c'est pas forcément que des enjeux locaux, c'est aussi une industrie. Voilà. Et un petit message, c'est qu'avant, on faisait la guerre pour de la biomasse. Napoléon, par exemple, il a fait un embargo sur la Russie pour empêcher les Britanniques d'avoir accès au chanvre. Et comme vous savez, pas de chanvre, pas de bateau, parce que ça sert à faire les cordes. Donc le bateau, il ne va pas avancer sans corde. Donc avant, ce n'était pas le détroit d'Ormuz, c'était... voilà. Ça rappelle à l'actualité entre la Russie et les Britanniques. Donc c'est une vieille histoire, la bioéconomie. C'est transversalité, territoire, la dimension des territoires, on y reviendra après. Merci Louis. Du coup, on parle d'industrie, on parle de territoire. Est-ce qu'il y a encore des grandes briques scientifiques, technologiques, organisationnelles manquantes en matière de bioéconomie? Est-ce qu'il y a des leviers qu'il y a encore à actionner, des verrous qui persistent ou des freins? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Cyril, peut-être, on parlait d'instabilité, d'éclatement du gisement. Est-ce que ça, ce sont vraiment des freins ou on arrive à les surpasser? Disons qu'à partir du moment où on veut valoriser un coproduit, donc l'exemple de Michelin est bon. Je pense que si Michelin il se lance dans une démarche avec des ingrédients biosourcés, eux, ils vont avoir non seulement la volonté, mais surtout le besoin d'avoir un gisement qui est stable, avec une ressource régulière, que ce soit en termes de quantité, en termes de qualité. Donc en fait, cet accès au gisement, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même hyper important à partir du moment où on veut rentrer dans cette démarche industrielle de valorisation, que ce soit sur des bioressources ou que ce soit sur tout type de coproduits. Dès qu'on va venir remplacer une matière, il faut s'assurer que le gisement il soit pérenne, sinon il n'y aura pas d'activité industrielle derrière, quoi. Oui, puis c'est un vrai sujet, je crois, Olivier, tu parlais de remplacement de matière. C'est peut-être aussi ça des
problématiques à gérer en interne? Les problématiques, je dirais plus, c'est aujourd'hui l'actualité, c'est de se dire qu'avant on avait des sources qui étaient effectivement stables et on savait qu'on pouvait les avoir sur longtemps. Aujourd'hui, avec les différentes crises qu'il peut y avoir, d'un seul coup, des matières végétales, par exemple, peuvent être concurrencées. Nous, on a pu voir en 10 ans plus de 250% d'augmentation sur certaines matières végétales parce qu'elles partent pour l'énergie. Donc, c'est-à-dire comment nous, d'un point de vue R&D, je maintiens l'efficacité en fait. Comment je maintiens l'efficacité de nos produits finis. Donc j'arrive à trouver des matières de substitution. Par contre, c'est vrai que ça rejoint qu'on prenne, je vais faire une comparaison, Thierry, tu m'en voudras pas, entre Michelin et nous, c'est pas la même chose. Voilà, il nous faut quand même des matières qui soient stables, il faut qu'on ait une efficacité derrière. Donc c'est-à-dire qu'on doit toujours être en train de se réinventer et toujours en train de chercher le coup d'après, de sentir un petit peu comment ça veut venir. Et tu parles des enjeux géopolitiques, nous aussi, aujourd'hui, la géopolitique, ce qui ne nous impactait pas sur notre bioéconomie avant, aujourd'hui nous impacte fort. Donc après se réinventer, on a des projets, voilà, on essaye de changer des thématiques, on est suivi notamment, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais sur un projet Sésame, où justement donc accompagné par le pôle, où on a une approche bioéconomique, circulaire, où on veut recréer ce lien effectivement avec de nouvelles bioressources qui naissent sur le territoire, mais qui ne sont pas forcément avec des qualités intrinsèques très très bonnes. Et c'est comment on leur redonne une qualité intrinsèque en mélangeant deux ingrédients, une issue de la production d'un biofongicide, donc d'une plante, dans laquelle on va extraire un biofongicide. Donc là, je suis déjà dans une économie circulaire. Et l'autre, sur nous, une extraction sur un biostimulant. Donc on va chercher des ingrédients de plantes et on a deux coproduits. Comment de ces deux coproduits qui sont pas très utiles au départ, en les associant les deux, on arrive peut-être à en faire quelque chose qui est intéressant et qui apporte une fertilité au sol. Donc ça, c'est cet accompagnement et ce renouvellement permanent, cette recherche qu'on doit avoir sans cesse. Toujours en recherche d'innovation. Toujours en éveil et aller sortir du cadre pour aller voir un petit peu autour ce qui se passe, quoi. Du coup, Antonin, de ton côté, est-ce que ces volets, qu'est-ce qu'il y a comme frein que tu rencontres? La régularité, l'éclatement du gisement, pour toi, qu'est-ce qui quelle brique est manquante éventuellement encore? Les briques manquantes, pour moi, relèvent vraiment plus de la capacité des acteurs, ceux qui détiennent le gisement, ceux qui peuvent avoir une utilité sur le territoire, à se parler, à se rencontrer et à définir qu'est-ce qu'on est capable de faire tous ensemble, en fait. Comment on peut donner cette valeur au maximum. Pour moi, c'est essayer de sortir d'une logique un peu court-termiste, juste d'une utilisation d'une transaction commerciale, vers la construction d'une boucle de valeur à l'échelle du territoire. C'est cette volonté-là qui, pour moi, est manquante, ou en tout cas déterminante, pour amener de la pérennité et amener de la valeur durablement sur le territoire. Et du coup, est-ce que la biomasse, on sait qu'il y a des gisements éclatés. Je crois que toi, là où tu mets un point, c'est sur ce côté logistique, organisation de la logistique. C'est ce que je disais. Ouais. En fait, en premier lieu, pour moi, il est important de sécuriser le flux, tout le monde l'a dit, mais ça nécessite du coup une organisation. Donc la biomasse va être diffuse un petit peu partout sur un territoire, dans des petits volumes. Il faut être capable économiquement d'aller récupérer, collecter, massifier cette ressource, et ensuite, on prend 2 minutes, on se pose, on la caractérise, on l'évalue, et on est capable du coup, en coopération, de l'orienter vers les usages locaux, territoriaux, qui vont permettre une maximisation de cette valeur. Nous, on intervient en biosourcé, on est fabricant d'aliments pour le bétail, donc on produit des ingrédients fonctionnels pour la nutrition animale. On a un regard là-dessus, mais on est aussi capable d'évaluer la valeur, ou en tout cas si un gisement est pertinent pour cet usage-là, et de pouvoir le réorienter grâce à la capacité logistique que l'on a mis en œuvre pour capter et sécuriser le gisement. Donc on ne s'arrête pas juste à notre usage, en fait. Et du coup, tu arrives à contractualiser, on parlait de pérennité, de partenariat. Je pense qu'on retient qu'il y a quand même un besoin de partenariat sur des territoires. Alors, nous donc Biosourcéo, c'est une entreprise qui s'appelle Biosourcéo depuis 6 ans maintenant, mais au départ, les établissements interparels, c'est 30 ans d'expérience et de maillage du territoire et de partenariat avec les industriels régionaux, les coopératives régionales, qui sont vraiment nos partenaires privilégiés, les groupes semenciers également, qui sont nos partenaires privilégiés. Et c'est parce qu'on est dans une logique de contractualisation à long terme qu'on est capable ensuite de fournir des ingrédients industriels pour des usages en nutrition animale de manière pérenne, régulière et toujours optimisée économiquement ou sur de la valeur technique, quoi. Tout à fait. Merci. Donc cet enjeu-là est fondamental. Mais c'est là où la coopération est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste à court terme une valeur marchande, mais quels vont être les bénéfices et l'usage qu'on va tirer
le territoire. Et je pense que lorsqu'on travaille dans l'agricole, c'est vraiment une composante essentielle du territoire, quoi. Oui. Voilà. On doit réfléchir à un système plutôt que procéder ou et les terme. coûts, parce que système, procédé, coût. Est-ce qu'il y a justement des coûts qui apparaissent quand on veut transformer une ressource et quand elle est du coup commercialisable? Est-ce qu'on surestime parfois aussi le potentiel économique de certaines ressources, biomasse, et pourquoi certaines valorisations restent encore au stade de démonstrateur sur des territoires? N'y a-t-il pas des briques réglementaires manquantes, une organisation? On est encore sur ces notions de verrou et la notion des coûts. La maturité industrielle, peut-être, Cyril, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Nous, ce qu'on a vu sur les quelques projets qu'on a accompagnés, notamment à travers l'intégration de matériaux biosourcés dans des composites ou des choses comme ça, donc plutôt sur des dimensions R&D, c'est que quand on est sur des démarches R&D, donc sur des niveaux de maturité plutôt faibles, il y a toute une filière qui est à créer, et donc forcément les coûts au lancement sont plus importants. Donc cette notion de coût, de gestion de la collecte, d'organisation de la filière, forcément ça va créer des verrous, et quand on a une filière à maturité faible, ça va être plus compliqué. Donc l'idée, c'est de voir comment aussi les pouvoirs publics peuvent accompagner l'émergence de ces démarches-là, à travers du financement, mais aussi à travers de l'animation. Pour moi, c'est aussi le rôle des pôles de compétitivité. C'est pour ça que vous êtes là, hein. On parle de compétitivité, donc c'est justement comment on anime un collectif autour d'un sujet pour créer finalement de la valeur qui soit pérenne un peu pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que vraiment, il y a cette notion de gouvernance. Et à côté, effectivement, il peut y avoir des verrous qui peuvent être des verrous réglementaires. Nous, on a 5 juristes aujourd'hui dans la structure. On travaille beaucoup sur des sujets de valorisation de coproduits, pas spécifiquement sur des produits issus de l'agro, mais sur des déchets, des coproduits quelconques. Mais dès qu'un produit va devoir sortir du statut de déchet pour une entreprise pour devenir une matière première pour une autre, potentiellement, ça peut créer aussi des verrous et des freins réglementaires. Donc en fait, il y a toujours cette notion-là qu'il faut avoir en tête et qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, la réglementation ne pousse pas forcément à aller vers ce type de démarche. Merci. Olivier, les vraies fausses bonnes idées autour de justement ces verrous? Donc les vraies fausses bonnes idées, c'est un petit peu le côté de se dire où parfois on pense des projets où on a un produit principal et on se dit tiens, je vais avoir un coproduit, c'est une biomasse, donc cette biomasse je vais la valoriser, c'est ce qui fera le chiffre d'affaires au final, enfin le résultat de mon entreprise quelque part. Et très souvent en fait ce dont on se rend compte c'est qu'il faut essayer peut-être de enlever cette idée-là, c'est-à-dire de donner trop de valeur. On a discuté de la valeur, mais c'est parfois on donne trop de valeur à cette biomasse. Sur des mauvaises comparaisons. On a pu voir, nous, des ressources, par exemple, où le prix de l'azote était comparé au prix de l'azote minéral, alors qu'en fait, ça ne pouvait pas être du tout comparé. On était dans des champs complètement différents et des projets qui sont complètement cassés la figure au bout de 10 ans. Alors, ce qui, pour nous, est du coup complexe, parce qu'on investit d'un point de vue R&D pendant quelques années, et puis, en fait, la filière s'écroule, et ce qui fait que la ressource, on la perd, alors qu'on imaginait qu'on aurait pu l'utiliser, mais la valorisation au départ était bonne. Donc, la vraie... casser les fausses bonnes idées, c'est parfois on imagine trop de valeur. Donc c'est après comment on s'entoure justement. À mon avis, c'est comment on arrive à faire autour de nous créer un écosystème qui nous permette de vraiment penser les choses. Et on peut peut-être aussi fractionner, c'est-à-dire se dire j'ai une partie qui va pouvoir effectivement m'apporter beaucoup, mais j'ai besoin d'évacuer autre chose. Et l'autre, c'est plus de l'évacuation dont j'ai besoin. Ce genre de système-là. Donc voilà, c'est le côté gommé. Moi, c'est ça. Et je pense, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a grosso modo, oui, il y a des verrous un peu réglementaires, il y a quelques petits verrous. Les verrous R&D, généralement, ils n'y sont pas. Les R&D, dès que tu libères un peu la recherche, tu trouves des solutions. De toute façon, c'est l'essence même de la recherche, de creuser, de partir un peu partout. Par contre, c'est comment tu la ramènes sur un modèle économique, un modèle sociétal, et aussi comment, au niveau des politiques, on arbitre et on accompagne les choses, et justement les bonnes idées, mais pas les fausses bonnes idées, quoi. Antonin, tu nous parlais aussi du risque organisationnel sur les territoires, en un territoire dépendant d'une bioéconomie, ou en tout cas structuré un territoire autour d'une organisation de la bioéconomie. On perçoit tous, je crois, aujourd'hui les effets, les impacts de la géopolitique mondiale, par exemple.
ou ne serait-ce que décisions politiques à l'échelle d'un territoire. Lorsqu'une filière justement se bâtit sur une ressource en espérant qu'elle soit fiable et pérenne, mais quand quelque chose vient dérégler ce système, on voit bien la dépendance à la ressource dans la durée. Moi, ce que j'observe dans la bioéconomie, c'est un petit peu ce qu'on observe dans le vivant. C'est une capacité du système à être adaptable, flexible et rapide, efficient. Et ces logiques-là, elles se mettent en œuvre, pas forcément avec de la technologie, mais beaucoup plus avec de l'organisation. Voilà. Donc pour moi, vraiment, j'insiste sur cet enjeu-là qui va rendre et permettre de générer la valeur sur le long terme. Voilà. Merci. Les exemples d'outils mis en œuvre qui se heurtent à des problématiques de coût et de maintien. On a vu que le Tarn-et-Garonne, pour parler de territoire, avait une plateforme en place qui s'appelle Actif, qui avait cette vocation à justement identifier toutes les sources, les biomasses, en tout cas locales, et que cet outil, en fait, c'est un outil qui n'a pas été pérennisé parce qu'il y a toute une animation autour de cela. Donc là encore, structuration, outils industriels, gisements, animation, on y revient, sont potentiellement des indicateurs. Est-ce que Cyril, tu dirais que ce sont des indicateurs, ou en tout cas des clés de réussite plutôt ? Alors des clés de réussite, c'est sûr. Ces démarches-là, elles doivent être accompagnées. Donc je parlais des démarches de IT. Nous, on co-anime avec une structure qui s'appelle Soltena, l'EIT en Nouvelle-Aquitaine, donc qui n'est pas spécifique à la bioressource. Tu peux donner l'acronyme ? EIT, écologie industrielle et territoriale. Donc l'idée, en fait, c'est sur les territoires, beaucoup d'acronymes, désolé. C'est sur les territoires, en fait, de former des personnes qui vont plutôt être basées en général dans les agglos, pour mettre en place des démarches de relations entre acteurs du territoire et créer des synergies avec eux. Donc, un tel a un gisement de tel coproduit ou de telle ressource, un tel a un tel besoin, et l'idée, c'est essayer de cartographier les ressources sur le territoire et de mettre en lien les acteurs. Parce que souvent, dans les organisations, on a des habitudes de fonctionnement qui font qu'on ne sait pas forcément ce que fait notre voisin. On a notre chaîne logistique qu'on connaît très bien parce que ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça, et on ne se pose pas forcément la question de savoir si sur le territoire il y a des ressources équivalentes ou si je pourrais travailler avec des acteurs qui sont plus proches. Ou alors on se pose la question quand on a des gros chocs, genre Covid ou des choses comme ça. Donc l'idée de ces démarches-là, c'est justement de proposer au territoire des démarches d'animation, de mise en relation, et à terme que les territoires deviennent autonomes sur ces sujets-là. Mais autonomes, ça veut dire qu'ils aient un animateur et qu'ils continuent à animer cette démarche-là, parce que sinon, c'est pas naturel. Du coup, je me penche vers toi, Louis. Tu parlais, quand on préparait, de développement territorial. Quelle est ta vision, toi ? Tu comparais le Nord à l'Occitanie. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a des exemples et des distinctions entre les deux territoires déjà qui pourraient intéresser ? Il y a deux choses qui sont communes, en tous les cas, entre la Champagne-Ardenne et l'Occitanie, c'est que c'est les deux extrémités de la diagonale du vide. Vous regardez le concept, on est en plein dedans. Et que la bioéconomie, c'est ça, c'est des investissements territoriaux, industriels dans les territoires. Moi, j'ai plein d'exemples, et j'ai vécu dans ces villes de 15-20 000 habitants. Vous connaissez, fermeture de la préfecture, fermeture des usines, etc. On a vu toutes ces petites villes déclinées, préfecture, sous-préfecture de la diagonale du vide. Les investissements industriels de la bioéconomie, c'est dans ces villes. Je peux vous en citer plein. Vitry-le-François, Laon, tous ces noms-là qu'on ne connaît pas, mais qui structurent nos territoires. Voilà, c'est des investissements évidemment proches de la biomasse, parce que c'est ça, la caractéristique de la biomasse, c'est que c'est un peu de la flotte, un peu de l'air, avant d'être fractionné. C'est ça la grande valeur du pétrole, c'est d'être très dense, de se transporter. C'est pour ça qu'il s'est imposé, ça se transporte très facilement. Donc c'est ça la contrainte intrinsèque de la biomasse, c'est que c'est souvent plein d'air, plein d'eau. Donc il faut la valoriser, au moins la pré-traiter localement. Donc les investissements industriels, ils sont proches du gisement. On ne transporte pas de la paille de chanvre sur 300 bornes, c'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, j'échangerai avec vous sur plein d'exemples. Ouais, et puis pareil, je rebondis sur quelque chose que tu nous avais avancé, c'est que bien réfléchir aussi, la bioéconomie sur un territoire, c'est potentiellement un levier pour réindustrialiser, redonner une vie à des territoires qui
se sont développés initialement sur justement des valeurs intrinsèques de la biomasse locale et qui ont disparu petit à petit avec l'industrialisation. Tous ceux qui ont fait des tubes, des pièces mécaniques, etc., moi, ces usines-là, il y a 30 ans, il y avait 800 salariés parfois dans ces usines. Maintenant, il y en a quoi? 10, c'est un entrepôt. Et ce qui reste dans ces villes-là, regardez ces petites villes, regardez les activités agro-industrielles, l'importance qu'elles ont prise dans ces petites villes, parce que simplement, il reste que ça. Et les investissements, ils sont là. Donc, quand vous passerez à Auch, dans toutes ces petites villes du sud-ouest, regardez bien ce qui reste comme usine et comme emploi. Du coup, tu nous parlais aussi de modèles simples et répétables quand on identifie une biomasse locale. Donc, comment les territoires peuvent s'approprier ça? Est-ce que ça peut être reproductible? Quelles sont les clés pour essayer de transposer ces modèles? Oui, c'est surtout tous les territoires ont leur spécificité. Moi, vous l'avez compris, je viens des Hauts-de-France. Alors, toute l'agriculture est structurée autour d'usines, autour des sucreries, des amidonneries, des huileries, etc. Donc ça, c'est sûr, dans le sud-ouest, elles n'existent pas pour des raisons historiques, des raisons de sol, etc. Donc voilà, il faut vraiment penser les spécificités territoriales. Et moi, j'ai envie que le sud-ouest soit ambitieux sur la bioéconomie. Oui, dans 20 ans, il y aura du chanvre et Airbus fera ses composites avec du chanvre. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous allez voir toutes les 208 là, sur le parking, tous les rétroviseurs, c'est composite en chanvre. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est de la vraie industrie. Et les fibres végétales dans les avions, ça existe déjà. Maintenant, vous savez, les chariots des hôtesses de l'air pour transporter les bouteilles, c'est en composite de lin. Pourquoi? Parce que c'est plus léger et que chaque kilo dans un vol, c'est des économies. Donc ça, ce n'est pas des vues de l'esprit, c'est vraiment des réalités industrielles. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là présentes dans vos quotidiens, elles arrivent, elles prennent du temps. Si le baril de pétrole était à 200 $, notre vie serait plus facile. Là, il n'y aurait pas de problème de compétitivité. Je veux dire, la chimie biosourcée, à 80, 90, 100 $, on commence à être bon. Et on y arrive tout doucement. Olivier, toi, tu nous parlais de tenir compte de l'existant du territoire. Je pense qu'on le comprend. Il y a quand même un compromis. Je ne sais plus le mot. Un fil conducteur, en tout cas. Ouais. Et du coup... Priorité des usages. Est-ce que c'est pas ça dont tu parles? Oui, et puis une convergence. Voilà, c'est revenu. Une convergence d'idées sur le fait qu'il faut regarder le territoire. Et quel type d'approche, en fait, il faut avoir? On a vu une approche de bon sens, peut-être une approche systémique, tu nous avais parlé. Alors, de toute façon, il faut une approche systémique. Aujourd'hui, c'est un peu aussi ce que relevait Antonin. Il faut voir les choses dans leur globalité. Moi, c'est ce que je pousse depuis très longtemps, c'est-à-dire d'identifier aussi que sur le territoire aujourd'hui, que ce soit Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, on a déjà des entreprises, des pépites, des gens qui travaillent sur la bioéconomie et qui sont très très forts. Voilà. Donc ça, il faut pas, et c'est ce qu'il y a à travers les fausses bonnes idées. C'est-à-dire des fois on oublie qu'il y a tout ça qui existe et on veut créer des bourses un petit peu d'échange de matière, alors qu'en fait ça existe déjà, ça se fait déjà. Donc moi c'est plus ça, c'est ce côté systémique, c'est à un moment donné s'interroger, cette matière, elle a des propriétés, elle existe déjà, elle a des super propriétés sur, je sais pas, moi je vais rester dans mon domaine, sur la fertilité des sols. Je peux lui trouver aussi des propriétés, parce qu'il y a de la fibre et c'est du végétal, donc sur du tissage. À quel moment j'arbitre et comment j'arbitre le fait que je la fais partir sur de l'énergie, sur du tissage ou sur du retour au sol. Et si je l'enlève sur un retour au sol avec un bénéfice, encore une fois, souveraineté alimentaire, je crois qu'on va parler du 4 pour 1000 après tout à l'heure, on est complètement là-dedans. Si j'enlève ça, quel est quelque part le déficit que je vais avoir et comment je vais devoir le compenser. Donc l'approche systémique, elle doit être là-dessus. Donc c'est comment on se focalise sur des nouvelles ressources plutôt, ou des produits qui sont aujourd'hui moins bien utilisés, et comment j'arrive à leur donner au contraire cette valeur. Voilà, c'est essayer de processer. Pour moi, c'est un petit peu ce côté-là de cette approche système, et regarder vraiment l'existant, ne pas oublier l'existant. Alors je ferai aussi un petit bémol là-dessus, c'est que souvent les gens qui sont sur des ressources ne le crient pas très haut. Voilà, ça reste une économie qui est un peu cachée. Et ce que je me notais là dans la réflexion, c'est ce côté-là de dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de cette priorité d'usage, il y a quand même des lois qui ont été établies là-dessus, avec des priorités d'usage, et que nous, on parle d'agronomie, enfin d'agriculture et d'agroalimentaire.
C'est historique, on a toujours fonctionné là-dessus. Donc c'est comment ces ressources-là qui sont utilisées à toutes les étapes, on parlait d'alimentation animale, on parle de retour au sol, à toutes les étapes en fait on réutilise nos ressources, on va leur tirer le maximum de profit. Ben, comment on vient arbitrer aujourd'hui le départ, comment, si je parle macro, comment le ministère aujourd'hui de l'Environnement va décider une politique énergétique sans forcément avoir consulté le ministère de l'Agriculture, donc comment on se partage le territoire sur ces ressources. Autre aussi petit élément, mais une exploitation dans les années 1800 consacrait une partie de sa sol pour le bétail, donc pour l'attraction, donc pour de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on peut partager le territoire, mais il faut que ça soit arbitré et qu'on ait en pleine conscience de tous ces éléments-là. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça, l'usage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un usage déjà existant sur une bioressource ou pas, et comment on peut la mettre en place, quoi. Et du coup, toi, Antonin, tu parlais d'innovation organisationnelle et pas forcément techno. Alors ça va à l'inverse de ce que dit Louis. Je pense que les deux peuvent coexister. Les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'innovation techno si derrière on n'a pas la capacité à la rendre économiquement viable et répondre à un besoin, à quelque chose, un usage reconnu et d'intérêt. Et lorsqu'on parle de biomasse, il y a la question aussi, voilà, Louis le disait, c'est de l'air, c'est de l'eau, un usage local prend tout son sens. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer du bon sens paysan lorsqu'on raisonne en biomasse. Ça vient de là, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire tout de suite, et un retour à l'agriculture. Voilà, quelque part des usages qui sont en lien avec l'agriculture. Alors oui, on peut faire de la fibre on peut faire effectivement utiliser les propriétés légères de la fibre ou structurelles de la fibre. C'est hyper intéressant. Et pour autant, sur une logique territoriale, ça va être intéressant de regarder les gisements existants, de regarder les usages existants et de voir quelles sont les fractions peut-être de la biomasse qui ne va pas être utilisée pour ces usages-là, et alors là, chercher à les valoriser peut-être sur des opportunités différentes. Mais on peut vite partir sur des usines à gaz et générer un modèle qui fait flop, parce qu'il n'y a pas d'organisation, et c'est cette logique organisationnelle qu'il faut orchestrer, qu'il faut opérer, et ça passe par des démarches de dialogue et de coopération, quoi. Et du coup, on parlait, comme je crois que c'est Cyril qui a évoqué, l'importance d'avoir une gouvernance territoriale. Mais dans ce cas-là, qui prend le lead, qui pilote un territoire Il y a des acteurs dont c'est le métier de faire la gouvernance des territoires. Donc ça doit en général être eux qui vont impulser les dynamiques, mais le faire avec les acteurs économiques, forcément, en allant les rencontrer. Ça pose aussi des fois la question de l'organisation à l'intérieur des collectivités, sur des fois des cloisonnements entre services, avec des gens qui n'ont pas forcément tous les mêmes infos, accès aux mêmes contacts, entre des fois les services du DevEco, les gens qui sont là pour traiter des enjeux environnementaux ou territoriaux ou de l'agriculture. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette gouvernance un peu partagée, qui permette de créer, encore une fois, ces projets qui sont pour moi des projets de territoire et qui sont du coup qui nécessitent une animation collective. Quelle que soit finalement la techno qu'on y met et la valeur qu'on lui donne. Oui, et puis avoir après cette capacité à élargir le spectre aussi, quand on parle des valeurs, ou de la valeur. Nous, on a un des économistes qui est chez nous qui a fait sa thèse sur une papeterie, donc sur la bioéconomie de l'industrie forestière, donc qui a calculé des indicateurs extra-financiers, environnementaux liés à ce que la papeterie crée comme valeur sur le territoire, en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de sous-traitance, mais qui a aussi intégré d'autres types d'indicateurs, comme par exemple la baisse du coût du mètre carré des habitations qui étaient autour au fil du temps. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent, et donc la valeur des uns, du coup, est différente pour celle des autres. Merci à tous. Du coup, je pense qu'en conclusion, on peut voir qu'il y a une importance de la gouvernance et des échanges entre acteurs, vous l'avez tous dit, sur un même territoire, donc une approche territoriale et organisationnelle. Avant de donner la parole à Eva qui va me rejoindre, si vous deviez chacun, en une phrase, résumer le concept de valeur et de bioéconomie. Alors Cyril, tu l'as un petit peu évoqué, la valeur des uns n'est pas forcément celle des autres, ce que tu disais tout de suite. Ouais, je viens de le dire, effectivement. Mais du coup, c'est ça, c'est que cette notion de valeur, elle est vraiment à multi-échelle. Et la valeur d'une forêt, ça peut être une valeur financière, ça peut être aussi la valeur pour certains acteurs de juste aller se promener en forêt. La valeur d'un cours d'eau, ça peut être pour une association de pêcheurs, pour de l'énergie, il y a en fait des potentiels conflits d'usage liés à ces ressources qu'il faut avoir en tête.
Antonin, si tu avais une phrase. En synthèse, moi je dirais la bioéconomie ne manque pas de valeur. Hein. Ce qu'elle manque, c'est d'organisation pour la capter. Voilà. Merci. Olivier, même exercice, si tu devais résumer. Résumer en une phrase, toujours compliqué de terminer sur une phrase. Terminer en disant peut-être que la bioéconomie est un concept récent, mais qu'en fait c'est une réalité économique historique. Et donc oui, il faut y croire. Enfin, moi je suis là dans une entreprise qui dure depuis longtemps sur de la bioéconomie, donc c'est une réalité et il faut continuer là-dessus, quoi. Donc après on peut aller encore plus loin, toujours se remettre en cause, mais c'est une réalité qui existe, donc c'est possible. Merci à toi. Louis, mot de la fin. Oui, le mot de la fin, à force de réfléchir avec mes camarades, parce qu'on a bien benchmarké il y a 2 jours, brainstormé, je veux dire, je trouve que la bioéconomie, c'est vraiment ce sujet de la rencontre du vivant et de l'industrie, en fait, et qui sont 2 concepts en fait, qui s'opposent. Parce que le vivant, il a son propre cycle, il est basé sur la résilience, sur plein de codes génétiques, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça va lui permettre d'être résilient. Et puis l'industrie, c'est la standardisation, quoi. C'est la performance à tout prix. Et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est repenser notre industrie par rapport au vivant. Et donc ça, c'est un enjeu intellectuel, territorial, qui je trouve est quand même assez passionnant. Il n'y a pas juste à sauver la planète, il y a aussi des choses à inventer pour le faire. Donc voilà, c'est ma petite réflexion de la fin. Et du coup, Louis, tu nous avais partagé autant de territoires, autant de bioéconomie. Autant de formes de vie, autant de territoires, autant d'industries dans la bioéconomie. Et voilà, mais je pense que les territoires, ils doivent aussi s'inspirer les uns des autres. Venez de temps en temps dans le Hauts-de-France et dans le Grand Est. Je sais que ça vous embête d'aller passer des vacances là-bas. Il fait pas beau. Et, les territoires aussi, déjà, il y a plein de choses. La cathédrale de Laon est magnifique. Il y a un gros débat pour savoir si elle est plus belle que celle de Paris. Hein. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Et donc voilà, venez voir nos territoires aussi dans le Grand Est. Hein. Il y a vraiment des belles usines, des bioraffineries, des choses qui ont été conçues pour valoriser de manière optimale la biomasse dont il faut s'inspirer et qui emploient beaucoup de monde dans nos territoires. Merci à tous les 4. À tous, ouais. Merci beaucoup. Merci. On va appeler Eva qui va nous parler des exemples de financement. Et oui, sur la bioéconomie, il y a des leviers et Eva est là pour nous en parler justement. Donc, Eva, à toi la parole. Et me voilà de retour parmi vous. Du coup, je voulais mettre le point sur le fait qu'au-delà des newsletters appels à projets que nos adhérents reçoivent chaque mois, à savoir que le pôle accompagne aussi un certain nombre de nos adhérents à l'Europe. Et ça permet à ces derniers de bénéficier notamment de financements européens. Je vais donner un exemple concret qui est le projet Sésame, qui est le sponsor de cette table ronde. Sésame, c'est un projet qui est coordonné par l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée qui a été lancé en 2023 et qui a permis de financer une vingtaine de projets portés par des PME françaises et espagnoles. Donc là, on cible 3 régions qui sont l'Occitanie, la Catalogne et les îles Baléares. Et à ce titre, côté Occitanie, on a pu collecter plus de 124 000 € de financement pour aider ces PME à tester et développer des solutions circulaires. Donc très intéressant, et notamment je peux citer l'exemple de Akinao et Fraissinet qui étaient présents parmi nous, qui travaillent sur la production d'engrais organiques entièrement renouvelables à partir de sous-produits végétaux. Et on a également un autre de nos adhérents, Flutilian, qui est dans l'audience quelque part, je ne sais où. Là-bas, Simon Bretin, voilà. Qui travaille sur la mise en place et la diffusion d'une plateforme numérique en open source visant à optimiser les stratégies d'irrigation dans les régions souffrant de pénurie d'eau et qui travaille avec un partenaire à Ibiza, un agriculteur à Ibiza. Ça montre combien l'engagement de nos adhérents permet de porter des projets innovants à différentes échelles et notamment à l'échelle européenne. Et je conclurai aussi sur le fait que ASOI est actif dans plusieurs partenariats européens, dont le partenariat du BIC, Bio-Based Industries Consortium. Et à cette occasion, il y a les appels à projets du CBJU qui vont être lancés le 23 avril prochain, donc sur les thématiques de la bioéconomie. Je vous invite à regarder ça. Et aussi par la même occasion, le 21 avril, il y aura une session de matchmaking qui sera organisée à Bruxelles pour aider les porteurs de projets à générer des nouveaux projets. Voilà.
Et je pense que c'est tout de mon côté. Et du coup, si vous avez des questions, encore une fois, sur l'Europe, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe Europe, donc de moi-même ou de Nicolas Nguyente, qui est le directeur de la cellule Europe pour le pôle. Et merci beaucoup. Merci. On va juste faire un... Allez,